Je présente donc Claire Auger est maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Paris 13. Et en 2008, elle a publié un livre passionnant qui nous intéresse directement aujourd'hui, le façonnage des élites de la République, culture générale et haute fonction publique aux presses de Sciences Po. Et elle va aujourd'hui insister sur les modèles discursifs qui fabriquent peut-être non pas une, mais des cultures générales. Alors, si vous voulez regarder son livre, je vais le faire circuler. Oui, alors merci de me donner l'occasion de revenir sur cet ouvrage. Cet ouvrage donc, a été publié en 2008. Il est issu d'une thèse que j'avais faite en sciences du langage et que j'avais soutenue en 2002. Et donc, voilà, c'est l'occasion de revenir aujourd'hui avec un peu de recul. Alors, je vais évidemment résumer très rapidement certains points de l'ouvrage pour au moins évoquer ma perspective, mais bien sûr, moins revenir sur l'ensemble des conclusions qu'essayer de souligner les enjeux de cette recherche avec justement un petit peu de recul, avec des travaux qui, depuis, se sont orientés plus récemment vers les discours d'autorité. Je vais expliquer le lien avec ces premières recherches sur la formation ou la sélection des élites. Et donc, ensuite, j'en viendrai, donc dans la première partie, hein, je donnerai quelques éléments de résumé ou de rappel. La deuxième, donc j'évoquerai la façon dont ce travail à la fois a porté sur la socialisation et m'a amené plus tard à l'évocation des discours d'autorité. Et puis, je viendrai dans une troisième partie essayer de qualifier un peu mon approche critique. Puisque vous avez dit très justement tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de critiques adressées à la culture générale, il y a aussi des approches critiques, et en particulier celle qu'Annabelle a évoquée à l'instant, hein, de Bourdieu. Et donc, dès lors qu'on a une approche critique de ces questions, on se trouve un peu enfermé, en fait, dans une alternative. Soit on défend le modèle existant en se lamentant sur le déclin de la culture générale, soit au contraire, eh bien, on est classé très vite dans une case bourdieusienne, avec l'idée qu'on est en train de dénoncer de manière radicale le système, les élites, etc. Je ne me reconnais dans aucune de ces deux approches, ni d'ailleurs tout à fait dans les différentes critiques qui par ailleurs sont adressées à la culture générale. Donc c'est pour ça que je vais essayer de situer un petit peu la façon dont mon travail se place de ce point de vue-là. Et puis les organisateurs m'ont demandé justement de m'expliquer un petit peu sur ce mot de façonnage qui est dans le titre. Hein, le façonnage des élites de la République, qu'est-ce que j'entends par là? Et peut-être que justement ça m'aidera à évoquer mon positionnement. Pour resituer un petit peu mon travail, au départ, constituer pour moi la culture générale comme objet, c'était déjà tout simplement, mais on l'a déjà dit, rompre avec la transparence d'une fausse évidence. Hein. La culture générale, on en parle tout le temps, on ne sait pas trop ce que c'est, et on sait simplement que c'est ce qui manque aux candidats, et particulièrement aux candidats qui viennent de milieux populaires. C'est une définition un peu courte, donc il fallait aller un petit peu plus loin. La deuxième chose, c'était aussi interroger un paradoxe. Quand on lit les rapports de jury, quand on lit les manuels aussi dont vous avez parlé, on est très étonné que pour des candidats à l'ENA, on en soit réduit à donner des conseils d'une pauvreté aussi navrante que faites un plan correct, lisez les bons auteurs, etc., etc. Alors on se dit, mais quand même, il y a un petit paradoxe dans cette espèce de décalage entre des conseils, des recettes de cuisine de bas étage et puis des gens qui passent des concours quand même d'un niveau tout à fait éminent. Voilà, donc c'est un peu ça qui au départ était mon interrogation. Mais enfin, je suis partie quand même d'une hypothèse de travail un petit peu plus précise. Il se trouve qu'à l'époque, donc dans les années 90, à la fin des années 90, j'ai eu l'occasion de préparer des candidats qui étaient des cadres de l'armée de terre à un concours qui s'appelle le concours de l'école de guerre et qui était un concours de sélection des élites militaires. Et donc qui donne accès à tous les postes, les hautes fonctions, entre autres de l'armée de terre, mais des armées en général. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai découvert une méthode qui s'appelait la méthode de composition, qui était la méthode requise dans les armées pour rédiger une dissertation, et qui se trouvait être, parce qu'elle avait quand même un certain nombre de bizarreries, et j'ai évidemment enquêté pour comprendre un petit peu ce qui se passait, et donc j'ai compris tout de suite que c'était en fait un décalque d'une méthode qui s'appelle la méthode de raisonnement tactique et qui guide la prise de décision du chef au combat. Alors évidemment, l'hypothèse de travail, c'était à partir de là de voir dans quelle mesure une épreuve très académique comme la culture générale pouvait être en fait le décalque un peu justement symbolique et en quelque sorte la traduction, la transposition
d'aptitudes qui sont des aptitudes beaucoup plus professionnelles, même si elles reposent sur une activité largement reconstruite dans un imaginaire commun, bien entendu, et pas forcément sur les activités réellement accomplies dans l'activité professionnelle. Voilà donc mon hypothèse de travail qui s'est trouvée confortée par la comparaison entre 3 concours. Donc l'école de guerre d'une part, bien sûr, dont j'ai parlé à l'instant. Je l'appelle école de guerre par commodité, elle a changé de nom, enfin bref, elle s'appelle, il y a eu cours supérieur d'état-major, CID, enfin je vous passe les détails. Et puis l'ENA, bien sûr, qui était un morceau de choix, et l'école nationale de la magistrature, qui présentait également un grand intérêt pour d'autres raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Voilà. Donc, dans ce travail, le premier point que j'ai abordé, pour essayer de montrer comment il y avait des modèles discursifs à l'œuvre dans la culture générale qui relevaient en fait de cultures que j'ai appelées ici, j'y reviendrai peut-être, mais enfin ça n'est pas central, des cultures de milieu. Premier axe, la dissertation. Par la dissertation, j'entends le travail sur ce que disent les rapports de jury, par exemple, de l'analyse du sujet, de la manière de rédiger une introduction et une conclusion, de l'organisation du plan, de la place accordée à la thèse adverse dans ce plan, etc. etc. Et donc, c'est là que justement on voit comment l'exercice tout à fait académique de la culture générale est sous-tendu par des modèles professionnels, c'est-à-dire par l'idée qu'on se fait de ce que doit accomplir le futur recruté dans une activité professionnelle emblématique. Donc pour les militaires, je l'ai dit, c'est la prise de décision du chef au combat, qui est emblématique de l'activité, naturellement, qui n'est pas l'activité quotidienne à l'époque de la guerre froide, il s'en faut, mais enfin bref. Mais enfin, ça reste le modèle. Je vais assez vite, bien sûr, je détaille dans l'ouvrage l'ensemble des éléments qui me permettent d'arriver à ces conclusions, parce que là, c'est un peu, évidemment, un peu à l'emporte-pièce, je m'en excuse. L'activité modèle, en quelque sorte, emblématique de l'énarque, du futur énarque, c'est la rédaction administrative. Le fait de soumettre à un de ses supérieurs qui, imaginairement, est le politique, les éléments d'une prise de décision. Et en revanche, la prise de décision, elle est très centrale dans l'activité du juge, puisque le modèle, c'est l'activité du juge du siège dans le procès, et plus particulièrement la phase décisoire du jugement. Comment, après avoir entendu les parties, on peut prendre une décision, etc. Donc les éléments, évidemment, sont très différents dans la place qu'on va accorder à la thèse adverse, dans la façon dont on va trancher ou non, par exemple dans la conclusion, ce qui est très fort à l'ENM et tout à fait autorisé, et qu'on voit très bien dans les meilleures copies d'ailleurs, qui ont des conclusions souvent extrêmement fermes, et au contraire tout à fait considéré comme parfois imprudent, voire illégitime, par exemple à l'ENA, où il n'est pas question de trancher mais de soumettre les éléments de la décision. Voilà. Donc ça c'était le premier axe. Le deuxième axe, qui est la troisième partie du livre, mais je ne les présente pas exactement dans l'ordre, c'était ce que j'appellerais la présentation de soi et plus spécifiquement ce qu'on appelle en analyse de discours l'éthos discursif, c'est-à-dire certes la présentation de soi à l'oral dans le commentaire des épreuves orales, mais aussi l'éthos discursif, c'est-à-dire la présentation de soi à l'écrit. Dans un texte écrit, on considère en analyse de discours qu'il y a aussi une forme de présentation de soi, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de traces qui sont des traces parfois syntaxiques dans le vocabulaire, dans les rythmes, etc., qui donnent une image du locuteur. Une certaine image du locuteur qui est à la fois une image, on distingue caractère et corporalité, une image psychologique, quelqu'un qui donne l'impression d'avoir justement de l'esprit de décision, etc. Et puis une image même corporelle, c'est-à-dire évidemment imaginaire, c'est-à-dire l'image d'une certaine manière de se tenir. Et donc, ce caractère et cette corporalité, on les voit tout à fait à l'œuvre dans les commentaires que font les jurys sur les copies, où on peut dire « mais que peut-on attendre d'un chef militaire qui n'est pas capable de formuler une idée maîtresse ? Qu'est-ce que c'est que cette indécision ?» Enfin bref. Donc, ce genre de commentaires montre bien comment l'interprétation suggère justement un caractère, une corporalité. Qu'est-ce qui résume l'éthos du chef militaire? Vous ne serez peut-être pas étonné en apprenant que je l'ai résumé du mot de cohésion, qu'il faut entendre d'ailleurs dans bien des sens que je n'ai pas le temps de développer ici, avec l'idée que ce qui caractérise justement les dispositions corporelles et psychologiques du bon chef militaire, c'est bien la fermeté et la vigueur dans la prise de décision, dans la défense de la thèse choisie, etc. etc. D'où le fait d'ailleurs que la seule dissertation dans laquelle on est la mention dès l'introduction de la thèse qui sera défendue,
sous une forme tout à fait affirmative et assertive, c'est bien la dissertation militaire. Pas de problématique dans une... On répond tout de suite et on dit pourquoi. Bon. Deuxième ethos, l'éthos de l'énarque, eh bien c'est un ethos qui est associé, et là on est parfois un peu plus surpris, à la combativité. La combativité non pas au service de la thèse défendue, puisque justement au contraire le balancement circonspect que tout le monde connaît est de rigueur la plupart du temps, mais beaucoup plus au service de l'État. Il y a beaucoup d'ailleurs de mentions de l'idée d'une culture opérationnelle à l'ENA, d'une culture pratique, engagée dans l'action, etc., etc. Et ici, la combativité n'est pas au service d'une thèse particulière, elle est au service de l'État en général, de l'action publique, etc. Et elle est certainement en grande partie héritée de ce projet des fondateurs issus de la résistance, etc. Enfin bon, il y a des témoignages de Simon Nora là-dessus qui sont très intéressants. Enfin, l'éthos dessiné par le concours de l'ENM est tout à fait différent, puisque le candidat à l'ENM est censé, futur magistrat, faire marquer des dispositions, et c'est très rare dans des épreuves orales qu'on évoque ce genre de dispositions, est censé avoir une aptitude à l'écoute. Un petit peu curieux quand même, un candidat qui est censé s'exprimer à l'oral, en principe, peut avoir toutes sortes de dispositions, mais l'écoute, on ne comprend pas très bien. Et en fait, ça se spécifie en capacité à engager un dialogue avec le jury. Donc il y a cette idée de dialogue et cette idée d'écoute qui sont évidemment rattachées à la capacité du juge à écouter justement les différents discours en présence. Et donc c'est bien le juge du siège, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est là pour finalement arbitrer et donc écouter, dialoguer aussi avec les témoins, etc. Et donc c'est l'écoute qui est évidemment au service du jugement équitable. Troisième axe d'analyse, eh bien c'était une manière de justement essayer d'explorer la recette de cette confiture dont vous avez parlé, c'est-à-dire de se dire, mais au fait, quelles sont les sources du savoir? Puisqu'on n'a pas d'ancrage disciplinaire, puisqu'on n'a pas de sources désignées, d'où viennent finalement les savoirs prescrits ou les savoirs... Bon, alors donc là, il faut aller chercher dans les rapports de jury, également dans les meilleures copies, également dans la littérature pédagogique, ce qui est prescrit aux candidats. En regardant en particulier les articulations disciplinaires, les modalités de la... par exemple, quand on dit « il faudrait bien quand même tout de même connaître quelques éléments de sociologie », on déplore que les candidats ne connaissent pas l'histoire, enfin des choses comme ça. Donc, essayez déjà d'identifier les disciplines, les sources, c'est-à-dire les livres, les revues, éventuellement les auteurs qui sont cités, etc. Et puis aussi les conseils qui sont donnés sur les modalités de la citation. Comment est-ce qu'on est... Qu'est-ce qu'une bonne citation, qu'est-ce qu'une mauvaise citation, etc. Donc, tout ça m'a amené à réfléchir sur le fait qu'on observait, selon les concours, le recours à deux formes de l'argumentation par autorité. Là aussi, j'y reviendrai si vous avez des questions, mais un linguiste comme Oswald Ducrot distingue l'argumentation par autorité qu'il appelle le raisonnement par autorité, au sens strict, où on cite vraiment des textes à l'appui de son raisonnement, et puis, au contraire, une forme qu'il appelle l'autorité polyphonique, qui est beaucoup plus une manière de s'appuyer sur la parole d'autrui d'une manière beaucoup plus diffuse, dans une sorte de mouvement beaucoup plus rhétorique. Alors, effectivement, les seuls à utiliser le raisonnement par autorité véritablement sont les candidats à l'ENM, enfin, en tout cas les jurys de l'ENM valorisent cet aspect, avec mention de textes extrêmement précis. Et j'ai essayé de distinguer justement entre ce que j'ai appelé une culture du texte, qui est vraiment une référence à des textes extrêmement précis, pas très étonnant d'ailleurs à l'ENM, avec des candidats qui sont tous issus d'une formation de juriste, ou pratiquement, et puis une culture que j'ai appelée une culture de l'écrit, qui est beaucoup plus une réflexion sur les bonnes sources du savoir. Et par exemple, le fait qu'à l'ENA ou à l'école de guerre, on va beaucoup plus valoriser la question du support que la question de l'auteur. Il vaut mieux lire des ouvrages que des revues que des journaux. Plus le support est durable, en fait, plus il est légitime dans une certaine mesure. Beaucoup plus que finalement une réflexion sur vraiment les auteurs qu'il faudrait lire de manière très précise. Cet aspect de mon travail m'a amené aussi à mettre en évidence une sorte de mémoire discursive, c'est-à-dire qu'au-delà des alternances de conceptions qu'on observe, par exemple sur l'égalité des chances, entre les différents rapports de jury et selon évidemment les personnalités qui président les jurys et les années, on voit quand même une très grande stabilité. Moi j'ai travaillé sur une période de 15 ans, milieu des années 80 à fin des années 90 à peu près, et on observe une très très grande stabilité, associée sur le long terme à ce que j'ai appelé une mémoire institutionnelle, c'est-à-dire au fait que finalement les jurys se sentent attachés
et manifeste cet attachement à de nombreuses reprises au projet des fondateurs. Et il y a véritablement un ancrage fort du discours des jurys dans ce projet initial de fondation de l'école. Alors j'y suis arrivée par les disciplines parce que, en fait, quand on observe les articulations disciplinaires qui sont proposées dans chacun des concours, on se rend compte que le tableau des disciplines qui est proposé est celui qui correspond à la date de fondation du concours. C'est-à-dire que, par exemple, le concours de l'école de guerre qui a été fondé en 1880, année si importante, comme vous l'avez fait remarquer pour la culture générale, est un concours où, jusque dans à la fin des années 80, au début des années 90, on avait des mentions qui renvoyaient à des disciplines comme la psychologie des peuples. Ce qui est tout à fait surprenant. On continue à avoir des sujets à l'ENA qui ne dépareraient pas dans un recueil des années 50 parfois, sur la science et le politique, la technique et je ne sais quoi. Enfin, vous en avez cité d'ailleurs quelques-uns tout à l'heure qui illustraient d'ailleurs certaines de ces impressions un peu étranges qu'on a parfois en lisant les sujets d'une culture un peu désuète. Donc, c'est ainsi que j'ai été amenée à rattacher en fait chacun des modèles discursifs aussi à ce projet fondateur qu'on ne cesse de réactiver, de rappeler chaque année dans les rapports de jury. Même si, évidemment, il y a d'autres évolutions par ailleurs. Évidemment que les épreuves de l'ENA aujourd'hui, par ailleurs, ont beaucoup évolué par rapport à ce qu'elles étaient en 1945. Mais la culture générale est un peu là quand même pour, en quelque sorte, rappeler aux fondamentaux. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que moi aussi, quel est le point de vue en fait que j'ai eu sur ce sujet? Je vais évoquer ce mot de façonnage sur lequel vous m'avez demandé de revenir pour essayer de m'expliquer un petit peu là-dessus, en montrant comment, pour moi, ce mot de façonnage n'est pas à comprendre comme un formatage ou un clonage, comme une lecture distraite pourrait le suggérer, mais bien comme une entreprise finalement, qui participe à la socialisation et à ce qu'on appelle particulièrement la socialisation secondaire. Et puis j'expliquerai comment j'en suis venue à partir de là à réfléchir sur la question de l'autorité discursive, avant de rappeler très très vite pourquoi les rapports de jury ont été si centraux pour moi dans tout ce contexte. Si on regarde un petit peu ce que nous dit le TLFI, le Trésor de la langue française informatisée, sur le mot de façonnage, on observe que, eh bien, évidemment, tous les sens renvoient à façonner, je vais y revenir juste après, mais avec l'idée d'un travail artisanal, quand il s'agit de façonner une matière brute, l'idée quand même d'une forme de fabrication sophistiquée avec le travestissement, l'enharnachement, le façonnage presque fantastique de la Parisienne actuelle, dont parlait Goncourt. Et puis, surtout, le troisième exemple qui m'intéresse, avec le façonnage du noviciat, le façonnage terrible du noviciat, on voit qu'on arrive plus vers cette notion de socialisation. On voit aussi que tous les sens sont évoqués en relation avec des sens du verbe façonner. Si on regarde le verbe façonner d'ailleurs, je vais très vite, tout dépend du complément d'objet, selon qu'il désigne une matière brute, un produit fini, un objet, etc. Et c'est au figuré évidemment qu'il va nous intéresser davantage, puisqu'il s'agit d'abord donner forme, de façonner une image, une légende en bas de l'écran, et surtout, quand le complément d'objet désigne précisément une personne, inculquer certaines manières, certaines qualités, inciter à un certain comportement, former, éduquer. Et là, on a deux exemples. Un de Barès, ma sœur aînée disait que je devrais être beaucoup façonnée avant de faire une fille convenable. Peut-être ce que peuvent se dire certains candidats en passant l'épreuve de culture générale. Et surtout, l'exemple aussi de Tocqueville qui est intéressant. Les Français ont fait en 1789 le plus grand effort pour se façonner autrement que leur père. Donc on voit très bien comment, dans ces sens de façonner, on a l'idée d'une sorte de modelage, d'éducation, de socialisation, qui n'est pas du tout une espèce de production en série de type formatage ou clonage, d'où le fait que je souhaite nuancer déjà cet aspect-là. Ensuite, si on regarde d'autres ouvrages dans tout à fait d'autres secteurs relatifs à la socialisation, il y a cette belle phrase de Pierre Sanson qui dit qu'appartenir à un quartier, alors là, on est tout à fait dans d'autres appartenances, évidemment, eh bien, c'est comme si le décor avait poli les habitants d'une certaine façon et les avait rendus semblables par quelques côtés.
C'est bien de ce modelage et de ce polissage que pour moi il était question dans ces épreuves de culture générale. Bien entendu, du point de vue plus théorique, et au-delà de ce mot qui a occupé la place du titre dans l'ouvrage, pas du tout dans la thèse d'ailleurs, eh bien, la notion qui m'intéresse, c'est évidemment la notion de socialisation secondaire, telle que l'a définie par exemple Claude Dubar. C'est-à-dire, à la différence de la socialisation primaire, non pas un ensemble de savoirs partagés par tous, mais au contraire l'intériorisation de sous-mondes institutionnels, l'acquisition de savoirs spécifiques et de rôles, l'incorporation de savoirs spécialisés, qui sont définis et construits en référence à un champ spécialisé d'activité. J'ai pris ces citations qui sont un peu longues au cas où on y reviendrait dans les questions, et je reprends évidemment quelques passages plus rapidement. Cette socialisation secondaire, eh bien, elle est tout à fait entreprise par toutes les institutions, selon par exemple quelqu'un comme Jacques Chevalier, dans un texte intéressant qui s'intitule « Fort intérieur et contrainte institutionnelle », dans lequel il explique que justement toute institution se présente comme un dispositif de normalisation qui tend à obtenir des comportements conformes de ses membres, en modelant, dit-il, leur fort intérieur, je reviendrai sur cette expression de fort intérieur, les individus étant amenés à intérioriser des référents identitaires successifs. Bien entendu, ça ne signifie pas, là encore, que l'individu n'ait plus aucune marge de manœuvre, soit complètement conditionné, etc. Et Jacques Chevalier insiste sur le fait que l'emprise que les institutions exercent sur les individus et l'empreinte qu'elles laissent peuvent être évidemment plus ou moins fortes. C'est donc autour de cette question de justement la socialisation, le modelage par les institutions, que porte mon questionnement principal. C'est aussi quelque chose qui a été évoqué récemment par Pierre Carilla-Cohen dans un article qui s'intitule « Une histoire sans les chefs est-elle possible ?», qui revient sur un ouvrage d'Yves Cohen sur l'histoire des chefs, et qui écrit « Comment interprète-t-on son rôle lorsque l'on est, par exemple, député, gendarme ou contremaître ? Il faudrait faire une histoire de l'exercice de l'autorité et comprendre comment on fait autorité dans un contexte donné. Comment est-ce qu'on apprend à tenir ce rôle d'autorité ? Donc c'est bien cette question-là qui se pose, c'est-à-dire qu'apprendre et intérioriser ces procédures et ces recettes de la culture générale, c'est aussi apprendre à tenir son rôle d'une certaine manière, de manière anticipée d'ailleurs, là aussi on retrouve cette dimension d'anticipation dont Annabelle a parlé tout à l'heure, de manière anticipée dans l'activité professionnelle. C'est rôder en fait une certaine manière de jouer son rôle. Et évidemment, le recrutement, et le recrutement par concours singulièrement, occupe une place tout à fait centrale dans ce modelage et dans cette anticipation. Pourquoi ? Eh bien parce que précisément le recrutement fait partie de ce qu'un numéro récent de Sociologie du travail en 2010 a appelé les activités administratives constituantes. Le recrutement, le comptage, etc. font partie de ces activités articulées à des dispositifs dont la propriété est de constituer les administrations qu'elles régulent. Il y a un certain nombre de pratiques qui effectivement font tenir ensemble les institutions, les rendent propres au fonctionnement, structurent leurs activités et écrivent les auteurs dans l'introduction à ce numéro. Pas d'administration sans construction de dispositifs de recrutement, sans mise en place d'une structure hiérarchique de l'autorité, sans technique d'écriture permettant de gouverner dans les formes et dans le droit. Et les épreuves de culture générale ont beaucoup rempli cette fonction de justement repérer cette anticipation d'une socialisation institutionnelle. En effet, ces activités administratives constituantes sont contraignantes mais ouvrent des marges de manœuvre. On revient sur cette idée du façonnage qui n'est pas non plus un formatage. Pour autant, elles font tenir et façonnent, on retrouve ce verbe décidément, ce n'était pas fait exprès, les administrations en organisant les fonctions structurantes. Donc les recrutements, précisément, avancement, enregistrement, comptage, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai évoqué ici une structuration des activités, mais aussi, bien sûr, une orientation des conduites. Ces activités administratives constituantes, par ricochet, en fait, orientent les conduites des candidats à, justement, y entrer. C'est pour ça que les rapports de jury ont constitué mon corpus principal et privilégié,
puisque au-delà de tout ce qu'on pourra en dire de manière très critique sur le fait que c'est très convenu, que les rapports de jury disent n'importe quoi, je vais y revenir, au-delà de ces critiques, on se rend compte que c'est là que se construit effectivement la norme. C'est ce que lisent les candidats pour finalement anticiper également les épreuves. C'est ainsi que se produit la construction de la norme. On l'a d'ailleurs très bien montré dans un ouvrage écrit par Claudine Dardy, Dominique Ducard et Dominique Magno à propos du rapport de soutenance de thèse, hein, qui est assez amusant d'ailleurs à certains égards, surtout quand on a déjà soutenu sa thèse en fait. Et donc les corpus secondaires sont des corpus constitués de meilleures copies, de la littérature pédagogique, les manuels, les cours par correspondance, et j'en passe, et puis une documentation complémentaire d'entretiens publiés, de témoignages. Hein. Mais vraiment, le corpus principal pour moi, l'endroit où se construit cette norme, se transmet, se diffuse cette norme, c'est bien le rapport de jury. Alors, dans cette perspective, et rapidement, quel est mon positionnement, hein, je l'ai déjà un peu indiqué jusqu'ici, en montrant comment j'avais une certaine distance hein, vis-à-vis de ce discours sur la culture générale, mais comment en fait se situe précisément l'analyse de discours, hein, qui est le champ de recherche auquel je me rattache, et particulièrement pour moi l'analyse des discours institutionnels. C'est une approche critique des discours, mais pas forcément critique dans le sens où l'on emploierait par exemple la sociologie critique. Et donc, quel est d'abord le premier problème qu'on m'a posé? Quand on fait de l'analyse de discours, et surtout de l'analyse des discours institutionnels, on rencontre très souvent des objections, ce qui est normal d'ailleurs, mais quelles objections? La première, de toute façon, les rapports de jury ne reflètent pas du tout les convictions de leurs auteurs. On sait très bien, quand on préside un jury, ce qu'il faut dire, c'est très convenu, c'est très habituel, etc. etc. C'est vrai, bien entendu. Un rapporteur, d'ailleurs, un président de jury de la grecque de lettres m'a dit un jour, mais enfin de toute façon, je ne crois pas un mot de ce que j'ai écrit quand j'écris un rapport de... Bon, très bien. Alors, évidemment, c'est tout à fait... On le sait tous, hein, on a tous écrit des textes auxquels on le prête. Bon. Mais enfin, c'est quand même très important de s'interroger justement là-dessus. Ça m'intéresse, moi, d'autant plus. C'est-à-dire, si un conseiller d'État, un diplomate en fin de carrière, passe des après-midi entières ou des soirées de sa vie à écrire des pages dont il ne croit pas un mot, c'est bien qu'il a une raison de le faire tout de même. Donc il y a quand même un intérêt à aller au-delà. Et pour y répondre par une boutade, je répondrai par la boutade de Becker, hein, qui dit quand on ne comprend pas quelque chose, il faut se demander pourquoi ça a paru une bonne idée. Hein. Et il dit quand j'étais au lycée, quand on avait fait quelque chose de stupide, et pour se justifier, on se disait sur le moment, ça m'a paru une bonne idée. Mais là, la question c'est de savoir pourquoi un président de jury, ça paraît une bonne idée d'écrire des sornettes sur la culture générale si vraiment il n'y croit pas. Bon. Ensuite, deuxième objection, les rapports de jury, me dit-on, ne disent rien du fonctionnement effectif du concours. C'est une reconstruction, bien entendu. Certes, hein, c'est une reconstruction et, bien entendu, la question hein, qui se pose n'est pas d'avoir accès à la réalité des épreuves. La question, c'est bien la question de la norme qui circule. Hein. Et donc, c'est pour ça que je cite ici à nouveau Pierre Carré-Lacohen, mais là dans un autre texte où il écrit « Les préfets ne sont pas des collègues », et vous allez voir pourquoi juste après, en disant « Ça n'est pas en lisant les rapports des préfets au XIXe siècle sur l'état des esprits en France qu'on connaîtra l'état des esprits en France. Ce qu'on connaîtra, c'est la façon dont raisonnent les préfets. » Et c'est exactement ce que je cherche justement, c'est la façon dont raisonnent les jurys, et non pas la façon dont ils procèdent réellement devant les candidats. C'est une autre réalité, mais la norme est réelle aussi. Et c'est une pratique également. Alors, cette expression « les préfets ne sont pas des collègues », elle vient bien sûr d'un article célèbre de Nicole Laureau en 1980 qui écrivait « Thucydide n'est pas un collègue », disant « Pour un historien de l'Antiquité, aujourd'hui, lire Thucydide, ça n'est pas lire un historien. C'est lire avant tout un écrivain de l'Antiquité. Et ça n'est pas un collègue parce qu'il n'a pas la même conception, les mêmes normes de la construction historique et de la réalité historique que là, un historien contemporain. Bon, et à partir de là, Pierre Achard avait proposé une distinction qui est une distinction en collègue, en corpus. Il dit qu'il y a deux manières de traiter des sources. La première manière, c'est de les lire, c'est de lire Thucydide comme un historien qui témoigne des événements. Et puis, c'est de lire Thucydide comme un témoignage sur ce que c'est qu'un historien dans l'Antiquité. Bon. Et dans un cas, on le considère comme un collègue, dans l'autre cas, dit Pierre Achard, c'est en corpus. Et il ajoute énonciativement, l'attitude en collègue est une attitude de co-énonciation, avec prise en charge, et l'autre attitude constitue le texte en corpus, l'objective, le distancie. Pour aller très vite, l'exercice d'analyse de discours est un exercice de distanciation, de mise à distance, comme je l'ai dit, des évidences, de mise à distance de la transparence d'une désignation comme culture générale,
de mise à distance aussi des modèles qui sont proposés. Certainement pas un brûlot contre les élites. Et j'insiste d'autant plus que pendant que je réfléchissais à ce que j'allais dire aujourd'hui, je lis en janvier, je tombe en janvier sur une page du Monde, les élites entre fantasmes et réalité. Bon, alors, et je regarde, on présente des ouvrages et on dit la critique anti-système s'est toujours bien portée. Quelques ouvrages récents renouvellent le genre. Alors je me dis, si à chaque fois qu'on critique les élites, on tombe dans la critique anti-système, comme c'était en pleine affaire Dieudonné, ça m'a donné un peu la chair de poule, donc ça mérite quand même quelques précisions. Hein. Donc il n'est pas question ici d'envisager la critique comme justement uniquement une entreprise de dénonciation ou de dévoilement, c'est bien de mettre à distance et de voir comment on peut déconstruire en fait un discours et le rapporter à ses conditions d'énonciation. C'est ça l'entreprise d'analyse de discours. Je passe sur mes citations à suivre, qui étaient peut-être un peu longues parce que j'ai dépassé certainement mon temps de parole. Mais non, ça va encore à peu près. Bon. Et voilà. En finissant peut-être sur le fait que c'est cette approche critique qui est un engagement et non pas un engagement a priori de critique d'un certain système, et en disant que j'ai abordé exactement avec le même esprit critique et parfois le même regard que je reconnais être parfois un petit peu sarcastique, d'autres contre-modèles qu'on propose bien souvent et qu'on oppose bien souvent à la culture générale. Par exemple, cette idée qu'il faudrait recruter des gens créatifs. La grande mode de la créativité, de l'innovation, etc., telle qu'elle se diffuse aujourd'hui beaucoup dans le discours sur l'éducation, la pédagogie, le recrutement, etc., etc. Avec cette idée qu'il faut rompre avec toutes ces vieilles barbes de la culture générale, etc., que j'ai moi-même critiqué, enfin bref, tout ça, bon, très bien, et que là, maintenant, ça y est, il faut y aller, il faut être créatif, il faut être ci, il faut être ça, il faut sortir des cadres, enfin bref. Alors je me suis amusée à étudier l'année dernière des concours dédiés à la créativité dans l'enseignement général, avec un doctorant qui travaille justement sur les discours d'incitation à l'innovation et aux pédagogies innovantes. Et on a travaillé sur les concours de créativité dans l'enseignement secondaire. Or, on observe justement, là aussi, des discours extrêmement convenus, d'autres formes de modèles qui, là aussi, sont tout à fait intéressants à situer. Par exemple, en relation avec la société de la connaissance promue par l'Union européenne, avec des objectifs de compétitivité, etc., tels qu'ils sont dessinés aujourd'hui pour l'Europe. Donc, on a une valorisation de cette créativité avec l'idée que c'est ça qui va finalement permettre de sortir de la crise, permettre d'avoir une Europe plus compétitive, etc., qui elle aussi est tout à fait située, qui ne garantit pas du tout beaucoup plus d'originalité, puisqu'on retrouve finalement, par exemple, et c'est ce que j'ai dit ici, dans les bonnes pratiques valorisées en matière de créativité et d'innovation, on trouve par exemple toute une vulgate diffusionniste extrêmement étonnante, puisque toute la sociologie de l'innovation depuis 30 ans n'a pas arrêté de montrer comment le modèle diffusionniste avait des limites, était critiquable, etc., etc. Et on le retrouve pratiquement trait pour trait, on a l'impression d'une traduction d'Everett Rogers dans les discours sur la créativité. Donc voilà, donc c'était une manière d'illustrer, pour conclure, la façon dont l'analyse de discours, justement, travaille par cette mise à distance et cette recontextualisation, surtout, des discours en relation avec des modèles, souvent, qui sont des modèles, en fait, politiques, sociaux, beaucoup plus généraux. Voilà, désolée pour avoir un peu débat.